À Brazzaville, la 48e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, l'APO, s'est tenue en marge de la 4e conférence et exposition sur le contenu local. 16 ministres en charge des hydrocarbures et des mines sur les 18 États membres ont pris part à cette rencontre de haut niveau consacrée à l'avenir énergétique du continent. Moment fort de la session, l'élection du ministre ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, à la présidence de l'organisation pour un mandat d'1 an. Il succède au ministre congolais Bruno Jean Itoua. Je voulais dire à quel point, à travers l'APO, je suis fier de l'Afrique. Il arrive que nous réussissions des choses et je crois qu'avec l'APO, nous sommes en train de réussir quelque chose. Les ministres ont adopté plusieurs résolutions majeures, dont la création de la Banque africaine de l'énergie destinée à financer les projets pétroliers et gaziers africains. Objectif, consolider la souveraineté énergétique du continent dans un contexte de désengagement progressif des investisseurs étrangers. La pertinence de cette organisation n'a jamais été aussi évidente pour tenir compte des enjeux autour de l'exploitation de nos ressources naturelles au service du développement du continent. Parachever la mise en place de cette banque est quelque chose d'une extrême importance. Le nouveau président de l'APO a également salué les efforts de ses pairs et promis de poursuivre la dynamique engagée. L'agenda qui sera le nôtre pendant l'année qui va s'ouvrir sera inscrit dans la continuité de ce que vous avez commencé. Donner plus de vitalité au fonctionnement de notre organisation et surtout bien calibrer les réformes qui doivent tenir compte de l'arrivée de ce nouvel instrument pour plus d'efficacité. Notons que le secrétariat général de l'APO est revenu à l'Algérien Farid Ghezal. La Côte d'Ivoire accueillera la prochaine session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation prévue pour le dernier trimestre de 2026. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire accède à la présidence de l'APO 10 ans après son premier mandat en 2016. Une reconnaissance du leadership ivoirien dans la gouvernance énergétique du continent. Majida Karaki, ambassadrice du Liban en Côte d'Ivoire, échange avec Eugène Aka Aouli, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Au menu de l'entretien, le renforcement de la coopération économique entre l'axe Yamoussoukro et Beyrouth. La communauté libanaise compte environ plus de 100 000 ressortissants, un atout pour les deux pays. C'est ma première visite en ma qualité d'ambassadeur et ce fut l'occasion de passer en revue les relations bilatérales entre le Liban et la Côte d'Ivoire et de discuter aussi et d'explorer les pistes de coopération possibles pour mon mandat. Le Conseil, bien sûr, a son rôle et il peut nous conseiller sur la meilleure façon de valoriser son rôle et d'aligner aussi son travail et son activité avec les priorités gouvernementales ivoiriennes. Majida Karaki, ambassadrice du Liban en Côte d'Ivoire, est résolument engagée à faire du Conseil économique, social, environnemental et culturel l'un de ses partenaires dans le suivi et l'orientation des initiatives liées à la communauté libanaise et à la Côte d'Ivoire. Renforcer la souveraineté financière du continent, tel est l'objectif du Trade Finance Seminar 2025. Au cœur des échanges, l'élimination du déficit de financement du commerce, le rôle des banques de développement et le nouvel ordre mondial du financement. Les discussions sur l'initiative Africa Trade Gateway et la conférence des parties sur le financement du commerce, la TFCOP, ont permis aux différents acteurs économiques d'acquérir des outils concrets pour accélérer la croissance à grande échelle en Afrique. We had
Nous avons eu des discussions sur le rendement basé sur la réserve, sur l'accès au crédit des entreprises. Et nous avons aussi fait des cas pratiques où nous avons fait des études sur la façon d'accueillir les entreprises. Les études ont été très intéressantes et nous ont aussi aidé à mettre en pratique les leçons apprises. Je pense qu'elles nous ont aussi permis de nous unir, d'avoir des discussions et de partager nos points de vue. J'ai hâte d'être là l'année prochaine. And I think it also allowed us to bond and have discussions and share views. So I think it is something that I will look forward to attend next year. Le financement du secteur pétrolier, moteur d'une croissance régionale estimée à plus de 5% en 2024, a également occupé une place centrale dans ces échanges. Les experts encouragent les États africains à utiliser leurs ressources naturelles comme levier financier et à innover dans le mécanisme de financement afin de réduire la dépense extérieure et renforcer la compétitivité régionale. Et aujourd'hui, il est important, si nous voulons aller sur les deals du pétrole, qui sont des deals très importants, de très grosse taille, nous devons nous mettre à jour. En ce qui concerne nos process en interne, une mise à jour au niveau des compétences du personnel, avoir aussi recours à des spécialistes du métier, et utiliser des structurations spécifiques à ce secteur. Avec un déficit de financement du commerce estimé à 100 milliards de dollars, le continent fait face à un défi majeur. En réunissant institutions publiques, gouvernements et acteurs privés, le Trade Finance Seminar 2025 se positionne comme une plateforme stratégique pour repenser le modèle de financement et bâtir une économie africaine plus autonome, intégrée et résiliente. Les défenseurs du climat appellent les dirigeants mondiaux à renforcer leurs objectifs de réduction des émissions, alors que la COP30 ouvre ses portes ce jeudi à Belém, au Brésil. Un groupe d'activistes a projeté des vidéos sur des bâtiments emblématiques de Rio, appelant à faire payer les pollueurs et à mieux protéger les forêts et les populations. Mardi, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié des chiffres alarmants dans son rapport annuel. Ce dernier affirme que les objectifs actuels ne suffiront pas à freiner le réchauffement de la planète, alors que celui-ci s'approche déjà dangereusement de l'objectif de 1,5 degré fixé en 2015 par l'accord de Paris. L'Union européenne, traditionnellement à l'avant-garde de la lutte climatique, devrait présenter un ensemble d'objectifs assouplis par rapport à ceux qu'elle s'était fixés il y a 10 ans. Dans le même temps outre-Atlantique, Donald Trump intensifie l'extraction minière et pétrolière sur le territoire américain, après avoir décidé de se retirer de l'accord de Paris pour la seconde fois. Dans ce contexte, et sans nouveaux engagements ambitieux au niveau mondial, les Nations Unies prévoient désormais une augmentation de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. Le président américain Donald Trump a rencontré jeudi les dirigeants de 5 pays d'Asie centrale, dont le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, alors que Washington cherche à diversifier son approvisionnement en minerais rares. Lors d'un dîner de travail à la Maison-Blanche, le dirigeant américain a souligné l'importance stratégique des minéraux critiques, qui sont indispensables au secteur technologique de pointe comme les voitures électriques et les smartphones. One of the key items on our agenda is critical minerals. In recent weeks, my administration has strengthened American economic security by forging agreements with allies and friends across the world to broaden our critical mineral supply chains. We had a great relationship and a great meeting with President Xi of China. Le mois dernier, Pékin a annoncé de nouvelles restrictions sur l'exportation de minerais rares et d'aimants. Mais la Chine a finalement décidé de reporter ces mesures d'1 an, suite aux entretiens entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. La Chine représente près de 70% de l'extraction mondiale de terres rares et contrôle environ 90% de la transformation de ces minerais. Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, les couteaux restent tirés. L'attaquant et le club de la capitale française ont rendez-vous au Prud'homme de Paris le 17 novembre. À l'ordre du jour, un litige financier opposant les deux parties. Une énième procédure judiciaire entre le PSG et son ancien employé qui réclame 55 millions d'euros, correspondant aux 3 derniers mois de salaire de son contrat de travail et des primes impayées. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain réclame aussi la requalification de son contrat de travail de CDD en CDI. Le Paris Saint-Germain a toujours refusé de signer le chèque, invoquant un accord verbal avec le joueur
partie libre du club sans indemnité de transfert.